L'unité d'aujourd'hui va s'intéresser toujours à la matière. On va étudier les propriétés diélectriques, ensuite les propriétés magnétiques. Et le vide, c'est un cas particulier de cette leçon. Et je commence par un milieu diélectrique. On va définir le moment dipolaire d'un dipôle. Qu'est-ce que c'est qu'un dipôle électrique? C'est l'ensemble de deux charges identiques de signes opposés. Comme l'indique la figure là, regardez. Séparés par une distance AB. Donc, la charge moins Q et la charge plus Q constituent un dipôle électrique. En un point M de l'espace suffisamment éloigné des deux charges, ça veut dire que AB est plus petit devant la distance OM. Il va apparaître un champ électrique créé par ce doublet de charge. Bien sûr, ici, on va toujours utiliser les coordonnées polaires, c'est plus pratique. ER radial et Eθ orthoradial. Et voilà un dipôle électrique. Il est caractérisé par son moment P, vecteur, est égal à Q, l'une des charges, en valeur absolue, fois AP. En norme, P sans flèche, valeur absolue de Q, fois la distance AB. C'est ça le moment dipolaire d'un dipôle. Ensuite, le potentiel électrique ou électrostatique créé au point 1 par ce doublet de charge est, vous l'avez déjà démontré dans le cours, c'est un petit récapitulatif, un petit rappel. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0, le produit scalaire du moment dipolaire P fois le rayon R, le vecteur position, sur R au cube, que je peux écrire sous cette forme, sachant que le grade de 1 sur R, c'est moins R sur R au cube. Vous avez déjà traité ça dans la séance de travaux dirigés. Donc, je peux exprimer mon potentiel électrique en fonction du gradient de la fonction scalaire 1 sur R. C'est intéressant par la suite dans les démonstrations. Ça y est, apprenez cette relation par cœur. Le gradient de 1 sur R, R, c'est le rayon vecteur, c'est racine de x carré, plus y carré, plus z carré. C'est ça, 1 sur R. Donc, 1 sur R, c'est 1 sur racine de x carré plus y carré plus z carré. Ensuite, donc ça, c'est le potentiel. C'est une fonction scalaire, c'est un champ scalaire. On écrit V de M ou bien V de X, Y, Z. Ce sont des notations. C'est une fonction à 3 variables, si on veut mathématiser le langage. Ensuite, le champ électrique ou électrostatique au point M. C'est un vecteur. Donc ici, on utilise le système de coordonnées le plus adéquat, le plus adapté, le plus approprié, ce sont les coordonnées polaires. Donc, on s'intéresse à la composante radiale, ER, et la composante orthoradiale, Eθ. La composante radiale, c'est moins d de V sur d de R, et l'autoradiale, c'est moins 1 sur R dérivé de V par rapport à θ, parce que vous avez déjà utilisé le gradient en coordonnées polaires. Je l'applique ici, et vous avez trouvé ça. Ça y est, P, c'est la norme du moment dipolaire que l'on vient de définir en petit a. Cos θ, θ c'est cet angle-là. Ça y est. Donc voilà les composantes du champ électrostatique créé par un dipôle en un point M suffisamment éloigné. Pourquoi je dis suffisamment? Parce qu'on a trouvé ces résultats en faisant des approximations. On a fait un développement limité, bien sûr en appliquant la formule de Maclaurin. Ensuite, voilà. Ça, ce sont les composantes. Je peux l'écrire vectoriellement, le champ E. Je combine ces deux et je trouve une écriture vectorielle. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0, facteur de 3, le produit scalaire PR sur R5 fois R moins P sur R3. Vous pouvez montrer ça dans la séance des travaux dirigés.
vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Ce qu'il faut connaître sont les composantes en coordonnées polaires du champ E. Petit d, j'arrive maintenant, ou bien on va passer à la partie énergétique. L'énergie d'un dipôle. Donc, j'ai un dipôle, j'ai un doublet de deux charges identiques, sauf elles diffèrent par leur signe. Je prends ce dipôle et je le plonge dans un champ électrique extérieur. Ce champ électrique extérieur, il est créé au voisinage de O. C'est le centre de AP. Voir le petit schéma ci-dessus. Donc, l'énergie d'interaction qui apparaît en plongeant ce dipôle dans ce champ extérieur, c'est cette quantité. C'est moins P fois E extérieur. Ça, c'est l'énergie d'un dipôle. C'est l'énergie que possède le dipôle en se voyant plonger dans un champ extérieur. Ça, il faut le connaître par cœur. Ensuite, on va passer toujours à la mécanique. Action mécanique d'un champ extérieur. Je prends mon dipôle électrique, c'est-à-dire le doublet moins Q plus Q, et je le plonge dans ce champ extérieur. Ça y est, un torseur de force apparaît, c'est-à-dire une résultante générale et un moment résultant au point O, milieu de AB. Cette résultante générale, c'est une force dont voici l'expression. C'est le grade de P, c'est nabla scalaire, le vecteur P, fois le champ extérieur. C'est le produit scalaire de nabla et de P. C'est le produit scalaire du grade et de P. Le moment résultant, c'est le produit vectoriel du moment dipolaire et le champ extérieur. Ça, c'est le torseur mécanique qui apparaît lorsqu'on plonge un doublet moins Q plus Q dans un champ extérieur. Et je passe à la polarisation grand P. Par définition, qu'est-ce que c'est que la polarisation d'une substance, d'un milieu, d'une matière? C'est le nombre de dipôles qui apparaissent dans chaque volume élémentaire. C'est D de P dans D tau. Tau, il contient un grand nombre de dipôles. Tau, c'est le volume de la matière. Donc, si je prends un petit volume élémentaire D tau du volume total de la matière tau, dans chaque D tau, il y a un petit nombre de dipôles dp. Donc, ce rapport s'appelle la polarisation. Donc, la polarisation, c'est le nombre de dipôles par unité de volume. Qu'est-ce qui s'en déduit? Qu'est-ce qui en découle de cette opération? Je prends mon doublet, moins Q plus Q, il est polarisé, donc il apparaît un champ nouveau, grand D, ça s'appelle le vecteur déplacement, qui est égal à epsilon 0 fois le champ extérieur plus la polarisation. Avec ça, sont des rappels. Je le répète. Vous avez déjà vu ça dans le cours. Il faut apprendre ça par cœur, ces relations. Avec le vecteur polarisation, c'est epsilon 0 qui, la susceptibilité électrique, fois le champ extérieur. Que j'écris encore P égale epsilon E. Epsilon, c'est epsilon 0 fois qui E. Epsilon 0, c'est la permittivité de la matière, bien sûr du électrique de la matière, et qui E, c'est la susceptibilité électrique de la matière. Donc, avec epsilon égale epsilon 0 facteur de 1 plus qui E. Epsilon, c'est la permittivité absolue, celle-là, c'est la relative, et celle-là, c'est dans le vide. Voilà, il faut connaître ces relations par cœur. C'est très important pour les exercices et les examens. Et je passe à G, la densité d'énergie. La densité d'énergie dans un milieu diélectrique, c'est-à-dire où il n'y a pas de charge qui se déplace, il n'y a que des charges statiques, immobiles. Il n'y a pas de courant électrique, parce que le courant, il résulte d'une charge qui est en mouvement. Ici, je m'intéresse à des charges immobiles. Mon référentiel d'étude est un référentiel qui voit les charges sans vitesse. Donc, la densité d'énergie, c'est-à-dire énergie par unité de volume, c'est oméga,
Attention, ce n'est pas la pulsation ici, c'est une notation. C'est énergie par mètre cube. C'est joules par mètre cube. Énergie sur un volume. C'est oméga. C'est 1/2 du produit scalaire ED. D, c'est le vecteur de déplacement que l'on vient de définir en fonction de la polarisation qu'il faut connaître par cœur. Donc, la densité d'énergie en faisant ce produit, là, j'obtiens, c'est 1/2 de epsilon 0 e carré plus 1/2 de la polarisation pour le vecteur E, bien sûr, extérieur. Ça y est. Si le milieu n'est pas polarisé, cette partie saute. Seul reste 1/2 epsilon 0, le champ E au carré. Il n'y a pas de polarisation s'il n'y a pas de champ extérieur. Le milieu magnétique, ça y est pour la matière diélectrique. Ça y est pour un milieu diélectrique, on a terminé. C'est l'essentiel qu'il faut retenir. Je passe maintenant à la partie symétrique, milieu magnétique. Et je commence, comme tout à l'heure, dipôle magnétique. Qu'est-ce que c'est qu'un dipôle magnétique? C'est une boucle, une petite boucle, un petit anneau traversé par un courant petit i. Ça y est, et on s'intéresse à ce qui se passe au voisinage de cette boucle en un point M suffisamment éloigné. Lorsqu'on vous dit suffisamment éloigné, vous allez utiliser des approximations, c'est-à-dire des développements limités. La formule de Taylor, cas général. Je pose R égale OM, elle est très supérieure devant OP, donc OP est infiniment petit devant OP, devant OM. Ça y est, un petit déplacement, un petit élément, un petit arc de la boucle, c'est D de OP. Lorsqu'on faisant tourner OP, j'obtiens DL. Lorsque ce vecteur OP tourne, j'obtiens l'arc DL. C'est ça la signification. C'est une quantité infinitésimale. Donc, tout à l'heure, on s'est intéressé au champ électrostatique. Maintenant, c'est le champ, c'est le potentiel magnétique. A au point M. Il est égal à l'intégrale, à la circulation sur la boucle C de cette quantité. Donc, c'est l'intégrale mesure de 4pi, d de OP sur Pm. D de OP ou bien TL. D de OP, c'est un petit élément de la boucle. D de OP, voilà, et j'obtiens ceci. C'est ça le champ. Le moment dipolaire, par définition, c'est M égale I fois S. Ou bien M égale I SN. N, c'est la normale qui oriente la surface. Donc, je peux exprimer mon champ de tout à l'heure, le potentiel magnétique, AM, de cette manière, en faisant introduire la surface et donc le mot moment. Et ça y est, vous avez obtenu ça, ou bien ceci. C'est ça, le potentiel magnétique A. Je peux l'exprimer en fonction de la surface, ou bien le moment magnétique. Je peux faire introduire le grade, comme tout à l'heure, de 1 sur R. Comme tout à l'heure, l'énergie d'un dipôle magnétique, c'est-à-dire une boucle, traversée par un courant, je la fais plonger dans un champ magnétique. Voilà l'énergie d'interaction. C'est moins le moment fois B. La même chose, il y a un torseur mécanique qui apparaît. Voilà la résultante générale, comme tout à l'heure, et voilà le moment résultant. Ça y est. Ensuite, vous avez défini ce qu'on appelle l'aimantation grand M. Voilà la substance, voilà, qui est plongée dans un champ magnétique extérieur. Voilà l'aimantation qui apparaît. C'est le nombre de dipôles magnétiques par unité de volume. Voilà, ça y est. Et ensuite, vous avez déjà défini ce qu'on appelle l'excitation. L'excitation, c'est P sur mu0 moins l'aimantation que l'on vient de définir. Ça s'appelle l'excitation magnétique, c'est H. H, ce n'est pas le champ B, c'est l'excitation. Grand M, l'aimantation, il y a l'excitation par la susceptibilité magnétique. Qui M? La perméabilité magnétique du milieu, c'est celle du vide, facteur de 1 plus QM. Il faut connaître ces formules, hein? Très important. Ensuite, les équations de Maxwell d'un milieu, voilà, il faut les connaître. Le rotationnel de l'excitation, c'est le vecteur densité de courant, c'est la densité de courant, plus la dérivée du vecteur déplacement. J, c'est densité de courant. Ensuite, divergence de D, c'est ρ. ρ, c'est la charge volumique, c'est la charge dans le volume de la matière étudiée. Ρ de E, c'est moins la dérivée partielle de P dans le temps.
N'oubliez pas que la relation epsilon mu la vitesse v au carré est égale à 1. Dans le vide, c'est epsilon 0, mu 0, c au carré, la vitesse de la lumière, est égale à 1. Voilà, remarque dans le vide, voilà les équations de Maxwell dans le cas le plus général. Dans le vide, elles prennent ce cas particulier. Ça y est, voilà, cette relation, c'est celle-là dans le vide. Epsilon 0 est égal à 1. Ensuite, la densité d'énergie électromagnétique. Je suppose maintenant que je suis dans un milieu électromagnétique. Donc la densité d'énergie, c'est la densité électrique plus la densité magnétique. Cette quantité concerne les charges Q immobiles. Celle-là, les charges mobiles, c'est-à-dire le courant I. Dans le vide, cette relation elle prend cette forme. 1 demi epsilon 0 au carré plus 1 demi mu 0 B au carré. C'est en joules par mètre cube. C'est une densité. C'est joules par mètre cube. Le vecteur de Poynting, il dirige l'onde électromagnétique. Il la guide. Par définition, J oméga, c'est la densité de courant d'énergie. C'est E vectoriel H. C'est ça le vecteur de Poynting. Qu'est-ce qu'il représente physiquement? La densité de courant d'énergie. Pas le courant électrique, courant d'énergie en joules. Hein? C'est le produit vectoriel E, H, ou bien E vectoriel B sur mu, parce que B égale mu H. Il faut connaître ça par cœur. Donc, le flux de ce champ, c'est la puissance électromagnétique. Le flux du vecteur de Poynting à travers la surface de la substance étudiée, ça vous donne la puissance électromagnétique. Voilà, je l'ai introduit ici, le flux à travers la surface du vecteur de Poynting. Et on va terminer par le paragraphe 4, milieu linéaire. Sans définir, qu'est-ce que c'est qu'un milieu linéaire? Un milieu linéaire, c'est un milieu, une substance est dite linéaire lorsque j'applique cette relation. D est linéairement dépendant de E par cette relation. D égale epsilon E. Ensuite, B égale mu H. Ensuite, J égale gamma. J, c'est la densité du courant. Gamma, c'est la conductivité du milieu, fois E, le champ électrique. Donc, pour un milieu linéaire, ces relations s'écrivent comme ça. Y égale à X. Voilà. Si epsilon et mu sont constantes, les milieux linéaires sont dits parfaits. Donc, un milieu est dit parfait lorsque epsilon et mu, elles se constantent. Elles ne dépendent pas de la fréquence de l'onde électromagnétique. Elles restent les mêmes. Alors que si epsilon dépend de oméga, la même chose pour mu, oméga c'est la pulsation. Attention, ici oméga ce n'est pas la densité d'énergie, c'est la fréquence, c'est oméga égale 2πn, c'est la fréquence, faites attention. Le milieu linéaire est dit dispersif. Donc lorsque oméga et mu ne sont pas constantes, le milieu linéaire est dit dispersif. Lorsqu'elles sont constantes, le milieu linéaire est dit parfait. Remarque, la permissivité epsilon oméga dans un milieu complexe, c'est-à-dire absorbant. Donc, un milieu est dit absorbant lorsque la conductivité n'est pas nulle. Donc, voilà la permissivité pour un milieu complexe. C'est epsilon bar, pour indiquer que c'est complexe. C'est la partie réelle, c'est epsilon que l'on vient de définir, plus I gamma sur oméga. Oméga, c'est la pulsation, ce n'est pas la densité d'énergie. I, c'est celle des maths, c'est I carré égale moins 1. Voilà. Pour une onde électromagnétique plane, voilà le E et voilà le P. K, c'est le vecteur d'onde. R, c'est le rayon vecteur. Oméga, c'est la pulsation. Voilà. La dérivée du potentiel par rapport au temps, c'est moins I oméga V. Vous dérivez ce potentiel V, voilà, vous trouvez ça. La divergence de A, c'est IK scalaire A. Ça y est, voilà le A. Il faut connaître tout ça par cœur pour une onde plane. Le rotationnel de A, c'est IK vectoriel A. Ici, un produit scalaire. Ici, il y a un produit vectoriel. Ça y est. Le grade de V, c'est IVK. Donc, pour une onde plane, ces opérateurs deviennent faciles. Voilà. Ils reviennent à soit un produit scalaire, soit un produit vectoriel. Ça, c'est le champ électrique. C'est moins le gradient du champ potentiel, moins la dérivée du potentiel magnétique. S'il n'y a pas de courant, cette partie saute. Et vous retrouvez E égale moins grade V. Voilà.
Si les charges ne bougent pas, il n'y a pas cette partie. La dérivée de P par rapport au temps C- et oméga P, la même chose route E, c'est ça. Voilà l'onde électromagnétique, toujours un trirectangle. Voilà le vecteur d'onde qui porte le vecteur de Poynting, il dirige l'onde. K c'est le vecteur d'onde, oméga la pulsation de l'onde. N'oubliez pas la relation de dispersion, oméga KC, ou bien oméga égale K fois V, c'est le cas le plus général. Et voilà pour aujourd'hui.